Bienvenue à vous, cher public du Grand Auditorium et du site du Collège des Bernardins. Bienvenue aussi aux auditeurs de RCF qui nous rejoignent. Je m'appelle Didier Pourquerie, je suis directeur de la rédaction du site de Conversation, partenaire du Collège. Alors le débat d'aujourd'hui est la conclusion de notre cycle des raisons de croire, des raisons de croire. Et qui mieux que Péguy pour achever ce parcours. Péguy qui incarne si bien cette tension mystique et politique entre raison et foi. Péguy et cette phrase tirée du texte de La Raison publiée en 1901, je cite « Nous savons que la raison n'épuise pas la vie et même le meilleur de la vie ». Héros de la raison, défenseur de l'idéal socialiste, mystique chrétien, mais pratiquant hors de l'Église, Charles Péguy apparaît par son itinéraire comme une figure paradoxale. De l'engagement militant, politique et littéraire, la mystique poétique, il fut mu par la recherche de la liberté et de la vérité. Péguy semble incarner cette tension entre l'envie et la possibilité de croire. Il fut à certains égards déraisonnable dans les libertés de sa pensée, mais pour quelques raisons, ou même sans raison, il fut porté à croire. Comment ce chemin singulier nous éclaire-t-il aujourd'hui? Que dit-il des correspondances et des échanges entre foi et raison? Y a-t-il une part commune pour Péguy entre son engagement socialiste et son engagement chrétien? Pour réfléchir ce soir sur ces questions, nous recevons de votre gauche à votre droite Camille Riquier. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur et vice-recteur à la recherche à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de Péguy et de Bergson. Vous êtes l'auteur notamment de Philosophie de Péguy ou Les Mémoires d'un imbécile, paru au PUF en 2017, et de 5 entrées dans le dictionnaire Charles Péguy aux éditions Albin Michel. Je cite les entrées: événement, imbécilité, philosophe, sincérité et sottise. Claire Dodin, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé et docteur ès-lettres, écrivain, vous êtes présidente de l'amitié Charles Péguy. Vous êtes l'auteur de Dieu a-t-il besoin de l'écrivain, Péguy Bernanos Mauriac, au Cerf en 2006, et votre dernier roman est Le peintre aux outrages, Charles Filiger, Cerf 2018. Vous avez écrit 5 entrées dans le dictionnaire Charles Péguy: Bernanos, Église, enfant, espérance et femme. Enfin, on sait que vous avez dirigé l'édition des œuvres poétiques et dramatiques de Péguy dans la Pléiade. Et enfin, Alain Finkielkraut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, écrivain, académicien. Citons dans votre œuvre récente une correspondance avec Élisabeth de Fontenay, parue en septembre 2017, sous le titre « En terrain miné ». Vous êtes l'auteur notamment d'un livre sur Charles Péguy et sa lecture du monde moderne, que nous connaissons tous, Le Mécontemporain, chez Gallimard en 1992. On vous retrouve dans le dictionnaire Charles Péguy sous la forme d'un entretien sur le thème de la modernité. Alors, première partie de cet échange, Péguy et la raison. On va être très scolaire. On va faire une première partie, une deuxième partie, une troisième partie, si vous le voulez bien. Et là, on va se concentrer sur Péguy et la raison, engagement et socialisme. Camille Riquier, quelle est l'importance de son attachement à la raison dans ces jeunes années et de quelle raison s'agit-il? J'aurais tendance à dire qu'elle s'explique, cette importance, parce qu'il est, ou il s'est toujours considéré dès le départ comme un philosophe, donc usant de raison. Ça, ce serait la première raison. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour lui de tout faire selon les moyens de la raison. Ça, il s'agira peut-être de se poser cette question. Je pense que la raison n'a jamais été une fin en soi à poursuivre, mais le seul moyen d'atteindre la fin pour autant qu'on la veut juste. On ne peut pas aller à la justice injustement. Et donc, il y a une manière de se conduire droitement. Et seule la raison le permet. D'où son attachement essentiel à la raison, pour autant qu'elle permet d'une certaine manière de nous détacher des passions lorsqu'elles sont malsaines, lorsqu'elles sont déraisonnables. La raison, sitôt qu'on la laisse un petit peu libre, sans vraiment s'en soucier, devient vite déraisonnable. On en fait ce qu'on en veut. Pascal disait « elle ploie à tout vent » selon l'usage que l'on en fait. Cet attachement, en un sens, est une manière de rester à la fois raisonnable et rationnel dans toute notre conduite.
Alain Finkielkraut, comment comprendre ce qui, chez Péguy, est presque aussi un culte de la raison, que l'on retrouve d'ailleurs dans ce texte de la raison. Oui, magnifique, d'ailleurs, un de ses premiers textes, d'une extraordinaire profondeur. Mais, alors, je partirais d'une réflexion d'un philosophe qui est mort, mais qu'on peut appeler un philosophe contemporain, le penseur du printemps de Prague, oublié aujourd'hui, comme le printemps de Prague d'ailleurs, Karel Kostik. Il dit que la modernité, c'était l'aspiration à l'émancipation, mais l'homme moderne n'aspire pas seulement à être libre, il s'efforce aussi de devenir le maître et possesseur de la nature. Cette dualité associant la liberté et la domination sur la réalité est bien entendu fatale. Et ce qui est extraordinaire chez Péguy, c'est que précisément, il est critique du monde moderne dans la mesure où il ne reprend pas à son compte cette dualité fatale, et la raison qu'il cultive n'a rien à voir avec ce qu'Heidegger a appelé l'arraisonnement. C'est-à-dire, c'est un tout autre usage de la raison qui se fait jour dès ce texte très précoce, parce que il dit dans De la raison que voilà, il a cette phrase étonnante: nous n'avons ni plan ni de vie, nous voulons libérer l'humanité des servitudes économiques, libérer, libre, l'humanité vivra librement, libre de nous et de tous ceux qui l'auront libérée. Donc la raison, ce n'est pas le moyen pour l'humanité d'accéder unie à une vérité générale qui lui permettrait justement de regarder de haut non seulement la nature, mais l'histoire. Il revient même sur une dichotomie antérieure à la modernité, la grande dichotomie grecque de la doxa et de l'épistémé, parce que pour lui, si je crois ce texte, il y a un pluralisme inhérent à la raison elle-même. La raison est plurielle, et nous devons libérer l'humanité de ses servitudes économiques pour que cette pluralité puisse se faire jour, car la misère est la première et la pire des aliénations. Et d'où, justement, chez Péguy aussi ces avertissements. Tout est immense, le savoir accepté, dans Anquetil. Et donc la raison n'est pas là pour, encore une fois, maîtriser la réalité, la regarder de haut. Et le pire reproche qu'il adresse à l'humanité moderne, c'est d'être autotée. Elle n'est pas athée, elle est autotée. Elle se prend pour Dieu. Et il faut comprendre ainsi, d'ailleurs, la grande polémique de Péguy au moment de l'affaire Dreyfus. Son adversaire principal à ce moment-là, ce n'est pas seulement ce n'est pas l'anti-dreyfusisme nationaliste, même si bien sûr il le combat. C'est l'anti-dreyfusisme des socialistes. Pourquoi Liebknecht et même Gued refusent-ils de défendre la capitaine Dreyfus? Pour des raisons qui ont à voir avec leur logique, avec leur philosophie de l'histoire. Ils pensent que l'histoire a un sens, que dans cette histoire, nihil est sine ratione, rien n'est sans raison, et la raison de l'histoire, c'est la lutte de classe. Dreyfus ne peut pas être persécuté comme par justement sa propre classe, donc si on lui fait des misères, c'est forcément qu'il est coupable. Donc, ils sont entraînés non par la haine, mais par la logique. Et Péguy comprend à ce moment-là, justement, que l'histoire ne peut pas maîtriser l'événement, que cet événement, il revient à la raison de le prendre en charge dans sa nouveauté, dans ce qu'il a de singulier, d'inédit et de mystérieux. Et c'est d'ailleurs cette certitude qui fait de lui un journaliste. Le rationalisme de Péguy le conduit au journalisme parce que il est là pour suivre les événements. Il est convaincu, lui, que ce ne sont pas les événements qui nous suivent. Donc voilà. C'est une conception et un usage de la raison très inattendu, très paradoxaux.
Alors, Camille Riquier, justement, je reviens à vous parce que vous avez écrit l'entrée événement de ce dictionnaire Charles Péguy. Raison et socialisme, comment ça vous fait réagir, ce que vient de dire Alain Finkielkraut? D'abord, je m'accorde pleinement avec tout ce que Alain Finkielkraut a dit. Il me devance en beaucoup de choses. C'est étonnant. J'ai dit qu'il était philosophe et il était aussi kantien. C'est-à-dire qu'avant d'être très critique à l'égard de Kant, jusqu'à la formule qui avait été citée, il a été kantien. Et il a été critique dans la mesure même où il avait été kantien d'abord. C'est-à-dire qu'il croyait en la raison, et en cette raison qui était indissociablement pour lui théorique et pratique. C'était la raison pratique qui l'intéressait. Et en 1995, lorsqu'il était fraîchement converti au socialisme, il faisait un exposé devant ses camarades de l'école normale supérieure. C'était un cours de M. Aulé-Laprune sur Kant et le devoir social, en disant, si vous êtes kantien, vous devez, par voie de conséquence, être socialiste. Et d'une certaine manière, la raison devait être ce moyen. Ça veut dire que nous sommes au XIXe siècle, l'enseignement doit suffire pour la conversion des consciences. Il suffit de faire voir le socialisme pour convertir. Et l'idée était simple, l'événement c'était l'affaire Dreyfus, une injustice criante, la raison devait servir en un sens pour nous rendre socialistes. Par l'induction, une injustice devait nous conduire à toutes les injustices, et par déduction devait en un sens nous amener à combattre toutes les injustices et donc à devenir socialistes. Et toute l'idée de Péguy, c'était de dire, vous êtes Dreyfusard, alors par voie de conséquence, vous devez aussi être socialiste. Voilà l'usage qu'il voulait faire aussi de la raison. En cela, il était kantien et philosophe. Claire Dodin, on sent chez Péguy, en permanence, un engagement, une volonté de s'engager. On le voit là avec ces deux interventions. Comment comprendre la volonté et le sens de l'engagement chez Péguy? Vous qui le connaissiez bien aussi. Alors, déjà, vous avez employé tout à l'heure l'expression culte de la raison. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel... C'est moi qui le Oui, c'est à vous que je le dis. Très modestement. Oui, mais parce que justement, c'est une expression que Péguy emploie dans ce fameux texte magnifique de la raison, mais tout à fait pour la récuser. La raison ne procède pas de l'autorité religieuse. Il fallait une insanité inouïe pour oser instituer le culte de la déesse raison. Non, la raison ne procède pas par la voie du culte. Non, la raison ne veut pas d'autel. Non, la raison ne veut pas de prière. Non, la raison ne veut pas de prêtre. Ça veut dire que dans ce texte qui est de 1901, où Péguy prend la défense de la raison, mais contre l'autorité, contre toutes les formes d'autorité que peuvent être l'autorité gouvernementale, l'autorité parlementaire, paternelle, médiatique, etc. Il affirme qu'aucune de ces autorités n'est légitime à combattre la raison. Et donc Péguy n'a jamais été un rationaliste ne se réclamant que de la raison, pour passer ensuite à la foi. Ce n'est pas du tout le parcours. Et en ce qui concerne l'engagement de Péguy, c'est vrai que dès son adolescence, c'est un jeune homme qui est passionné de justice et qui a le sens de l'action. Et dès ses classes préparatoires, il a les thèmes latins et les dissertations de philosophie ne l'empêchent pas de faire des collectes pour les ouvriers en grève. Quand il sera étudiant à Paris, à l'École normale supérieure, il sera une sorte d'activiste, un militant qui fréquente les manifestations, qui s'engage dans l'affaire Dreyfus, qui s'engage dans le combat socialiste. Et j'ai retrouvé un passage de Notre jeunesse qui me semble éclairant pour notre réflexion de ce soir. Donc Notre jeunesse, c'est un texte de 1910, mais qui est une sorte de bilan. Péguy revient sur ses engagements de jeunesse pour montrer leur cohérence, alors qu'ils pourraient apparaître au contraire comme très contrastés. Et on voit dans ce magnifique passage dont je vais vous lire quelques courts extraits que ce qui donne l'énergie de l'engagement à Péguy, c'est beaucoup plus de l'ordre de la passion
que simplement de la raison. Nous pouvons aujourd'hui nous rendre ce témoignage. La justice et la vérité que nous avons tant aimées, à qui nous avons donné tout, notre jeunesse, tout, à qui nous nous sommes donnés tout entier pendant tout le temps de notre jeunesse, n'étaient point des vérités et des justices de concept, elles n'étaient point des justices et des vérités mortes, elles n'étaient point des justices et des vérités de livres et de bibliothèques, elles n'étaient point des justices et des vérités conceptuelles, intellectuelles, des justices et des vérités de partis intellectuels, mais elles étaient organiques, elles étaient chrétiennes, elles n'étaient nullement modernes, elles étaient éternelles et non point temporelles seulement. Elles étaient des justices et des vérités, une justice et une vérité vivantes. Et de tous les sentiments qui ensemble nous poussèrent dans un tremblement, dans cette crise unique, aujourd'hui nous pouvons avouer que de toutes les passions qui nous poussèrent dans cette ardeur et dans ce bouillonnement, dans ce gonflement et dans ce tumulte, une vertu était au cœur et que c'était la vertu de charité. Donc vous voyez, sentiment, passion, ardeur, cœur, charité. Ce sont les mots que le Peggy de 1910 emploie pour nous parler de ses engagements de jeunesse auxquels il veut rester fidèle. Le Peggy, Alain Finkielkraut, le Peggy qui s'engage, le Peggy de combat, il vous parle tout particulièrement, on vous sentait tout à l'heure habité par ces textes. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que justement, en plus, c'est une conception de l'engagement que l'engagement au sens sartrien a occulté, car Sartre était un progressiste, et il y a chez Peggy, dès le départ, même quand il est socialiste, une très forte critique du progressisme. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et il avait une vraie polémique avec Jaurès. Il y a eu effectivement ce dérapage terrible, mais il y a eu aussi Peggy a discuté une formule attribuée à Jaurès, rien ne fait de mal. Et ça lui était insupportable. C'est-à-dire que, oui, on n'est pas dans une espèce de dialectique, une sorte de marche en avant, où le mal sert le bien. Il y a de l'irrémédiable, il y a de l'irréparable dans l'histoire, ce que le progressisme occulte, ce qu'il néglige, et surtout, Sartre, homme engagé, sait toujours à quoi il a affaire. Si vous voulez, Peggy défend la raison, et il ne peut pas supporter, c'est le texte qu'il m'a été demandé de lire tout à l'heure, ceux qui font le malin. Et il reprend à son compte, et c'est tout le sujet du livre de Camille Riquier, le terme d'imbécile. C'est-à-dire c'est un imbécile qui, justement, éprouve un culte pour la raison, parce que nous sommes des imbéciles au sens où nous sommes toujours dépassés par l'événement. Voilà, nous ne le surplombons jamais. Sartre surplombait, Peggy, non. Donc je suis très sensible à cette forme d'engagement, c'est-à-dire à ce qu'il peut avoir de vibrant, bien sûr, pour la justice, mais aussi à la part d'humilité qu'il comporte. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la leçon, qui regarde l'histoire de haut et surtout qui la réduit à un conte pour enfants. C'est-à-dire, voilà, il y a le parti des dominants et le parti des dominés. Tout ça ne se joue pas en ces termes, dans cette dualité un peu infantile chez Peggy. Donc oui, j'aime l'engagement de Peggy en ce que il nous détache de l'engagement sartrien. Et ça me rappelle une phrase de Paul-Louis Landsberg, un penseur juif converti au catholicisme en 1937, qui a écrit pour Esprit un article sur l'engagement, et où il avait cette phrase très belle: c'est une décision pour une cause imparfaite. Voilà.
Alors je ne sais pas si Peggy la reprendrait à son compte, mais moi, j'ai envie de m'inscrire dans cette double lignée, Peggy et Paul Willandsberg. Alors, Camille Riquier, ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu, mais j'ai quand même envie de vous demander de nous réexpliquer le mot d'imbécile par rapport à Peggy, parce que je le trouve beau, hein, ce concept, même étymologiquement, celui qui a besoin d'une canne pour avancer. Enfin, c'est pas. Donc, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement cette idée? C'est vrai que je l'ai retrouvé dans le texte de Peggy. Il était présent du début jusqu'à la fin et de manière positive. Alors je ne ferai pas d'ailleurs de confession moi-même, mais d'une certaine manière, je me suis un petit peu reconnu et d'une certaine manière, il nous donne ce droit de savoir, ce droit de lire, même si on n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on lit. Et pour moi, ça avait été d'ailleurs très bénéfique. J'avais besoin de ces béquilles moi aussi, et Peggy avait été l'une d'elles. Étymologiquement, c'est celui qui ne sait pas marcher, qui ne marche pas droit, et qui a besoin précisément de béquilles. L'expression date du jour où Charles Simian, lorsque Peggy avait annoncé qu'il allait fonder sa revue, Les Cahiers de la Quinzaine, celui-ci l'avait traité d'imbécile, lui et sa revue. Peggy s'en est parmi. Jusqu'à se draper fièrement de cette insulte qui lui avait été jetée. Il dit, mais je suis imbécile, alors oui, mais je le serai fièrement. Parce qu'il faut bien de l'imbécilité pour se battre avec courage, pour la justice, pour la vérité. Celui qui raisonne trop, le plus souvent, est encouragé à ne rien faire, puisqu'on est prêt, en un sens, à sacrifier ses intérêts. Donc il y a de l'imbécilité dans ce combat. Forcément, on doit l'être. Ensuite, puisque le monde qui a vu le jour se croit très savant, c'est ce que disait Aleph Finkielkraut, eh bien, celui qui s'y oppose forcément passera pour un imbécile aux yeux de l'histoire. Et donc, il faut l'assumer aussi, d'être cet imbécile-là. Et enfin, c'était le dernier séance de l'imbécilité que j'avais vu, qui était magnifique, puisque c'était, pour conclure, ce terme rejoignait le sens évangélique du simple d'esprit. C'est-à-dire que tout ce combat imbécile qui a été le sien, eh bien, malgré tout, l'avait rapproché du christianisme. Il était de ces simples d'esprit plein de charité, sans même le savoir. Donc je retrouvais ce mot dans toute sa finesse. Et d'une certaine manière, maintenant, lorsqu'on dit que je suis un imbécile, j'ai tendance à dire merci, et que c'est même un peu trop. Alors Claire Daudin, justement, venons-en au chemin vers la foi. Claire Daudin, pouvez-vous nous rappeler un peu la spécificité de la vie chrétienne de Peggy, ses paradoxes et ses spécificités, son cheminement? Bon, alors Peggy a été baptisée, a fait sa première communion, est allée au catéchisme tout en étant élève à l'école communale, et lui-même dit que cette enfance n'a pas laissé beaucoup de traces sur le plan de l'instruction catholique. Sa famille n'était pas une famille très fervente ni très pratiquante. Bon, comme vous le savez, il vivait avec sa mère et sa grand-mère. Et on ne peut pas dire qu'il ait grandi dans un milieu extrêmement imprégné de foi. Mais c'était un bon élève au catéchisme, comme il était bon en toutes les matières. Et puis, à l'adolescence, notamment quand il rencontre le socialisme, il s'éloigne de l'Église. Il trouve dans le socialisme un idéal de justice pour ce monde, de justice temporelle, et qui le comble entièrement. Et il faut rappeler que Peggy ne s'est jamais considéré comme un converti à la foi chrétienne. En revanche, il a utilisé ce terme de conversion pour parler de son adhésion au socialisme. Il disait que c'était le plus grand événement de sa vie morale, et il utilisait ce terme de conversion. Et quand il s'exprime sur ses convictions socialistes, c'est dans une forme véritablement religieuse. Et dans cette période-là, Peggy peut se déclarer athée de tous les dieux. C'est une expression qu'on trouve justement dans le texte de la raison.
nous sommes athées de tous les dieux. Mais il reste en discussion avec le christianisme. Il ne l'a jamais méprisé, il ne s'en est jamais détourné complètement, et il s'y est toujours confronté, notamment à travers la question de l'enfer. L'enfer est une pierre d'achoppement pour le jeune Péguy, pour qui toute cité doit être accueillante à tous, ouverte. Et donc l'enfer, c'est l'exclusion définitive. Et donc c'est quelque chose qu'il refuse et qui le détourne de la foi chrétienne. Il est toujours en débat également avec le philosophe Blaise Pascal. Et là, je vous conseille d'aller lire 3 textes magnifiques des tout débuts des Cahiers de la Quinzaine, qui sont de la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe, qui sont en plus très drôles, parce qu'il y a ce mélange de biographique et de satire politique et déjà de réflexion métaphysique. Péguy est grippé, donc il parle de sa situation de malade, et en même temps ça lui permet de faire, à travers un dialogue tout à fait truculent, une critique des maladies du socialisme et de la politique, mais ça lui permet également d'évoquer Pascal, parce que, étant malade, il relit un grand texte de Pascal qui s'appelle Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Et on voit à quel point le christianisme, par le biais de Pascal, est un vis-à-vis pour lui. Il creuse les questions, hein. Il n'a pas tiré un trait de plume, il est en discussion. Et puis, il y aura, non pas un événement, il y aura un approfondissement, c'est le terme qu'il emploie, qui le conduiront à relire les évangiles, relire la Bible, et à une vraie rencontre intime avec le Christ à travers la lecture notamment du récit de la Passion. Et là encore, c'est étonnant parce que c'est quand il est malade qu'il a une crise de foi, donc foi F-O-I-E et F-O-I, et dans un texte posthume magnifique qui s'appelle « Dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle », qui date de 1909, si je ne me trompe pas, il raconte comment il a relu ce texte de la Passion, ce récit de la Passion dans Saint Matthieu, et donc il s'est retrouvé face à ce Dieu qui a craint la mort, ce Christ de l'agonie, et comment il a entendu ce cri du Christ au mont des Oliviers. Et c'est dans cet état de crise et de maladie qu'il retrouve le Christ. Donc, Péguy n'est pas un converti, en tout cas ne veut pas qu'on le considère comme tel. Son retour à la foi, parce qu'on ne sait pas encore quel terme employer, il ne veut pas non plus qu'on dise retour, mais bon, il ne le présente que comme un aboutissement, un approfondissement, avec le souci d'intégrer tout son parcours dans ce cheminement. Et il a une fameuse phrase, une fameuse formule très forte, c'est dans Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, où il dit « C'est pour cela que nous ne renierons jamais un atome de notre passé ». Et également dans Notre jeunesse, il dira que son socialisme n'était pas si bête et qu'il était profondément chrétien, et qu'il y avait plus de christianisme dans son socialisme que dans la Madeleine et toutes les paroisses riches de Paris. Donc, ce que Péguy lui-même affirme, après on peut discuter, hein, mais ce qu'il exprime, ce sur quoi il met l'accent, c'est sur cet approfondissement, cette continuité qui le mène à une foi affirmée et revendiquée dans ses textes à partir de 1910, de Notre jeunesse jusqu'à sa mort. La foi est très présente dans ses textes. Mais je suis un petit peu longue, mais c'est important de préciser, puisque vous me posiez la question de sa vie chrétienne. C'est vrai que tout ce parcours est très personnel, et Péguy le fait en solitaire.
Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui le distingue des convertis de son époque, c'est que Péguy n'a pas de directeur spirituel, il n'est pas rattaché à une communauté, à une paroisse, comme d'autres le seront, et il est même pas, il se situe vraiment à la marge de l'Église, il ne communie pas, il ne va pas à la messe, il ne se confesse pas, il n'a pas de vie sacramentelle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est marié civilement à Charlotte Baudouin, son épouse qui était d'une famille athée et virulemment athée, et les enfants ne sont pas baptisés, et pour des questions canoniques, du coup, ça l'exclut, il n'a pas le droit de communier ni de se confesser. Et son ami Jacques Maritain, qui s'est converti, lui, à la même époque, sous les auspices de Léon Bloy et de tas de sommités ecclésiastiques, le pressait de rentrer dans le rang, de se marier religieusement, voire de quitter sa femme si vraiment il n'y avait pas moyen. Et donc Péguy a été très tourmenté par cette attitude et ça l'a au contraire fait s'arc-bouter dans sa position et il était persuadé que Dieu le voulait là où il était, et ça lui a permis d'avoir une pensée du christianisme aussi très libre, mais ça peut-être qu'on l'approfondira tout à l'heure. Justement, c'est exactement à ça que je voulais venir. C'est un chemin de liberté, la foi, chez Péguy. Alors je ne sais pas l'un ou l'autre si vous voulez réagir à ça, ou Camille Riquet, ou... Ma réaction sera très brève, si vous voulez, parce que j'ai beaucoup de scrupules à aborder la question de la foi. Je suis très extérieur, personnellement, à la foi. La religion, la foi console. Je suis personnellement inconsolable à la perspective de ma propre mort et surtout de la mort de ceux qui me sont chers. Je ne crois pas à un au-delà. Je suis sûr même, je parle d'une certitude existentielle, qu'il n'y a pas d'au-delà. J'ai participé un jour à un débat avec Jean-Marie Lustiger. Et c'était c'est un nom qu'on ne peut pas énoncer sans frémir, c'était au Bataclan. Et je lui ai dit, l'athée croit qu'il sait, le croyant sait qu'il croit. Surtout aujourd'hui, surtout la foi d'aujourd'hui, qui est quand même assez tourmentée. C'est Bernanos qui disait la foi, c'est 24 heures de doute et 1 minute d'espérance. Donc oui, mais moi, j'en suis là. Donc j'ai beaucoup de scrupules à parler d'un sujet comme celui-là, mais, et là je rejoins ce que vient de dire Claire Dodin, je suis très sensible à la manière dont Péguy aborde cette question, précisément parce qu'il parle de la mort. Il ne s'agit pas, chez lui, c'est ça, il ne retire pas à la mort son dard venimeux, ce qui est la promesse de l'apôtre. Il y a ces passages extraordinaires dans le dialogue et l'histoire de l'âme charnelle, là où il commente, il revient sans cesse, cet hémistige de Polyeucte. Dieu même a craint la mort. De plein front, de plein fouet, il allait avoir à subir la mort ordinaire, la mort commune, la mort, comme dans Villon, la mort de tout homme, la mort de tout le monde, le sort commun, la mort commune à tout le monde, la mort dont votre père est mort, mon enfant, et le père de votre père. Et d'ailleurs, c'est personnellement ce que j'admire profondément de leur christianisme. C'est cette religion incroyable. Certes, le Christ est ressuscité, mais il est mort. Et il faut voir ce que ça a donné dans l'histoire de la peinture. Les descentes de croix, Christ au tombeau, même, je crois, un Christ dans le tombeau. Tout cela. Donc, on a l'impression que par cette religion, nous ne sommes pas forcément consolés de la mort, mais nous sommes confrontés à la mort. Et Péguy n'évite jamais cette confrontation. Comment vous
après ces deux interventions, comment vous lisez la trajectoire personnelle de Peggy dans la foi, Camille Riquier? Alors je ne sais pas si vous le savez, mais probablement vous avez invité, sans le savoir, 3 continuistes de Peggy. Nous croyons qu'il y a justement un seul et même chemin, comme il l'a dit lui-même. Cette interprétation n'est pas partagée par tous. Il y a vraiment des vrais débats qui ont lieu de savoir si Peggy s'est contredit ou non. Oui. Or, à ses yeux, il ne s'est pas contredit, donc à mes yeux non plus. Convaincu que tout devait se concilier, la tâche qui était la nôtre était de savoir comment tout cela se réconciliait aussi. J'ai fait ce pas peut-être supplémentaire par rapport à Alain Finkielkraut dans cette 3e étape de la vie de Peggy, à savoir le christianisme. Le Mes contemporains m'avait frappé, puisque Alain Finkielkraut insistait sur le fait qu'en lisant notre jeunesse, effectivement, il ne se renie pas, quand bien même il a été chrétien, il continue d'être socialiste. Et l'inverse, en un sens, était aussi réciproque. Il y avait aussi la réciproque, c'est-à-dire que lorsqu'il était socialiste, il était déjà chrétien. Et donc, il y avait cette réciproque. C'est-à-dire que c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de conversion à ses yeux. Il n'y en avait qu'une seule. Puisque, tout en l'ignorant, en quelque sorte, Dieu l'avait trouvé avant même qu'il ne trouve Dieu. C'est cela que ça veut dire. Et qu'il était chrétien sans le savoir. Et que par approfondissement dans sa mémoire, il s'aperçoit combien son combat était tout plein de charité. Donc ça, c'est la continuité que j'y ai vue. Je suis obligé de vous poser la question, parce que c'est quand même le titre de notre débat. La raison n'épuise pas la vie. Oui, c'est un passage qui se trouve dans le premier texte qui fut notre point de départ de la raison de 1901. C'est-à-dire que déjà, il estimait que la raison n'épuise pas la vie. Mais probablement ne mesurait-il pas toutes les implications qu'il y avait dans cette phrase. Dans ce texte magnifique qu'il faut lire et relire. En un sens, c'est un texte qui va contre Jaurès, en disant la raison n'est pas artistique, la raison n'est pas socialiste, la raison n'est pas romantique, la raison est la raison, seule la raison a raison. Ce qui empêchait quiconque de pouvoir s'arroger la raison au nom d'un idéal quel qu'il fût. Et donc maintenant j'ai tendance toujours à finir mes réunions en disant seule la raison a raison, pour mettre tout le monde d'accord. Simplement, c'est une manière de mettre aussi la raison à sa juste place, ni plus ni moins. Et qu'il y avait déjà toute cette vie profonde qui était là, et dont il allait s'apercevoir à quel point c'est cette vie qu'il avait attachée à la raison. Oui, il était rationnel, mais en fait, il avait été passionnément rationnel. Il avait aimé passionnément cette raison, de telle sorte que tous ses sentiments, toute cette vie en lui, il devait la découvrir profondément chrétienne, alors même qu'à ce moment-là, si je puis dire, ses yeux n'étaient que sur la dimension rationnelle de sa vie. Alors, quand on lit Peggy, on est bien sûr, vous êtes 100 fois mieux à l'aise que moi là-dessus, sur le fond, mais moi je suis très, très séduit par la forme, par le style, par le rythme, par la scansion, par le retour, par le circulaire chez Peggy. Et puis tout d'un coup, il y a cette poésie. Et alors, Claire Dodin, cette poésie, la poésie chrétienne, est-ce que c'est justement l'aboutissement de quelque chose? Qu'est-ce qui pousse à écrire de la poésie mystique comme on a vu avec ce Porsche, par exemple, chez Peggy? Comment ça vient, ça? Je ne sais pas. Bon, très bien. Mais bon, c'est normal que vous posiez cette question. C'est pas normal que je sache pas y répondre après le temps passé sur l'édition de ce volume de la Pléiade sur les œuvres poétiques et dramatiques de Peggy. Mais justement, quand on a fait ce travail, mes camarades et moi, qui nous a pris plusieurs années, ça a été aussi un peu pour déconstruire l'idée qu'il y aurait eu d'abord un Peggy prosateur, polémiste, socialiste, et ensuite un Peggy poète catholique. Parce que, d'une part, la foi est tout aussi présente dans les œuvres en prose, à partir donc en gros de 1909-1910, qu'elle l'est dans la poésie, et que d'autre part, la poésie même
est très présente dans la prose. Oui, Elle est très présente déjà, même en tant que poésie formelle. Il y a des alexandrins dans la toute première Jeanne d'Arc, qui est donc une œuvre de jeunesse de Péguy, antérieure même au Cahier de la Quinzaine, une œuvre qu'il a écrite alors qu'il était encore élève à l'école normale supérieure, donc, et qu'il a édité lui-même en 1897. Et c'est déjà une œuvre littéraire qui comprend des passages en prose et des vers très beaux, puisque c'est là qu'on trouve la fameuse évocation de la Meuse endormeuse. C'est des vers qu'on apprenait autrefois par cœur. C'est un Péguy de 27 ans qui les écrit avant de se lancer dans l'aventure des Cahiers de la Quinzaine. Et par ailleurs, sa prose elle-même est poétique, c'est certain. Et quand il écrit les mystères, le Porche du mystère de la deuxième vertu, le mystère des saints innocents, qui sont en vers libre, si l'on peut dire, eh bien, on peut lire des pages de ces écrits de prose qui consonnent vraiment. Donc, pour simplement dire les choses en peu de mots, je dirais qu'il ne faut jamais... Certes, comme dirait mon ami Camille, Péguy est philosophe, mais avant tout, c'est un écrivain. C'est un homme de la langue. Il pense dans une langue. Alors, tantôt, ça va se faire à travers ces phrases interminables qui ont leur rythme. Tantôt, ça va se faire dans un vers extrêmement calibré, un alexandrin martial qui avance, qui est cadencé. Mais toujours, ça se fait dans une langue qui chante, si je puis dire. Hein. Le sens se dit dans une forme. Vous êtes sensible, Alain Finkielkraut, à cette prose, à cette... Ah oui, mais plus que tout. D'ailleurs, comme Shlomo Malka, j'ai plus ou moins découvert Péguy dans notre jeunesse, mais j'étais presque aussi sensible à la forme qu'au contenu de notre jeunesse. Je suis tombé amoureux du style de Péguy. Et même quand vous me demandez de lire quelques extraits, l'amour renaît en moi. Et puis, enfin, en plus, c'est une écriture, un style qui prend à contre-pied le bien écrire, puisque tout est fondé chez Péguy sur l'art de la répétition. Et le bien écrire, c'est quand même de vous dire, ne vous répétez pas. Et d'ailleurs, on n'a pas intérêt à faire comme Péguy. Hein, c'est ça, je le conseille à personne. Oui, Thomas Bernard l'a un peu tenté, mais je trouve qu'il n'arrive pas du tout à la hauteur du maître. Mais c'est extraordinaire. Donc il y a quelque chose de lancinant dans l'écriture de Péguy, et c'est pourquoi on peut en effet affirmer qu'il est aussi poète dans sa prose que dans sa poésie, avec aussi cette familiarité géniale qu'il y a chez lui, si vous voulez. C'est vraiment pas un homme qui fait le malin, qui nous bombarde de néologismes. Quoi qu'il aime bien créer des mots. Oui, il crée des mots, mais le mécontemporain, si vous voulez, le mécontemporain, ou la pambéotie, ou la panmuflerie, oui, la panmuflerie, à partir de la pambéotie, mais ça, c'est tout à fait autre chose. D'abord, c'est immédiatement compréhensible, et le mécontemporain, c'est un mot valise. Donc, c'est pas tout à fait un néologisme philosophique. Et donc, oui, cette familiarité, ce sens de la répétition et cette manière d'introduire de la différence à l'intérieur de la répétition font de lui un écrivain, comme dit Claire Dodin, et un écrivain unique. C'est-à-dire, c'est absurde, je vais le dire de manière très, très, très bêtement simple, comme un imbécile. Il n'y en a pas deux comme lui. Justement, Camille Riquier, j'ai envie de vous poser cette question, parce que vous parliez de continuiste. Est-ce que ce qui fait le lien dans toute cette œuvre et dans toute cette réflexion, n'est-ce pas cet élan et du coup ce style, c'est-à-dire quelque chose qui est... Parce que l'engagement de Péguy et ses combats, etc., se retrouve dans ce style. On a l'impression que c'est vraiment lui de bout en bout, et c'est les mêmes engagements, et c'est l'engagement socialiste et c'est l'engagement chrétien, parce que ça se sent dans ce qu'il écrit, c'est ça? Oui, je suis aussi sensible au style de Péguy, quand même, je l'ai lu en philosophe, et l'un n'exclut pas l'autre. Il est d'abord d'ailleurs écrivain,
Et ce que j'ai aimé, justement, c'est de découvrir dans cette écriture une autre manière de faire de la philosophie. Il ne s'agit surtout pas, moi, de juger de haut et de n'extraire que la pensée, indépendamment, justement, de la forme qu'il lui a donnée. Au contraire, il m'a appris une autre manière de faire de la philosophie, c'est-à-dire non pas simplement de m'attacher aux idées, mais de m'attacher à la manière dont elles sont incarnées et dont elles sont dites. C'est la fameuse phrase de Péguy, « Ne me dites pas ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites. » Voilà ce qui m'intéresse, c'est la manière dont vous dites une idée. Voilà ce qu'il m'apprend, c'est que le style est indissociable de la pensée. Et ça, c'est le style français, c'est le style classique. Parfois, je caricature, mais une bonne philosophie allemande, c'est la philosophie d'un écrivain qui écrit mal. Et on est toujours suspect. Non, pardonnez-moi. Non, pardonnez-moi. Non, c'était pour montrer en quelque sorte le contraste. Mais j'ai été surpris à quel point Bergson... on a reproché à Bergson son style et d'avoir reçu le prix Nobel de littérature. Et d'écrire bien, en un sens, ça a été retourné comme un reproche. Les deux sont indissociables et il y a tout un courant de la philosophie française, justement, qui associe le style et la pensée. Depuis Descartes, Pascal, Rousseau, Bergson et Péguy, en ce sens, en fait incontestablement partie. Donc ce n'était sûrement pas une opposition que je voulais y voir, mais au contraire, peut-être une manière de relever la philosophie comme telle que de ne pas la dissocier de la littérature. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais... tout à fait. Et puis, il y a cet élan, et il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre, qui est, vu d'un lecteur très, très basique, si vous passez l'expression comme moi, c'est la sincérité absolue. C'est-à-dire cette volonté d'être... Enfin, cette volonté, non, ce n'est pas une volonté, c'est la sincérité. Pourriez-vous, les uns et les autres, nous parler de ça ? Camille Riquet, par exemple. Comme j'ai fait l'entrée sur la sincérité, mais je ne dirais qu'un seul mot. Justement, votre langue est un peu fourchée parce que c'est difficile. C'est le paradoxe de la sincérité. Est-ce qu'il a voulu être sincère ? Vous savez, c'est le mot de Stendhal qui date de la Rochefoucauld, mais sitôt qu'on veut être sincère, on ne l'est plus. Puisqu'on se soucie simplement à le paraître. Or, Péguy a été sincère de bout en bout, mais sans avoir aucune volonté de l'être. Et même il le disait, je ne sais pas mentir. C'était encore une imbécilité, une incapacité. De toute façon, quand bien même je voudrais faire le malin, quand bien même je voudrais mentir, je n'y arrive pas. D'une certaine manière, la sincérité, c'est son vice. Il ne peut pas faire autrement. Et c'est ce qui le rend, à mon avis, sincère, véritablement, de bout en bout. Adhérant pleinement, corps et âme, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense. Voilà. Il ne parle pas que de la tête, mais de tout son corps. Il gesticule. Je ne citerai que moi. Oui, mais là, moi, je voudrais vous poser une question parce qu'il était sincère aussi avec ses proches, et je crois qu'il s'est disputé avec beaucoup de monde du fait de cette sincérité. Donc peut-être n'est-elle pas une qualité à tous les coups, d'autant plus que, et ça je parle sous votre contrôle à tous deux, je crois qu'au moment où la guerre a commencé, il a fait une tournée et il a voulu se réconcilier avec tout le monde. Donc, qu'en est-il justement que doit-on penser aujourd'hui des disputes et des ruptures de Péguy ? Est-ce qu'on peut les juger à l'aune de sa sincérité ? Est-ce qu'il faut lui donner raison à tous les coups ? Camille ou Claire Medin ? Oui, il y a d'ailleurs une entrée amitié, je crois que c'est la première du dictionnaire. Certes, il y a eu des brouilles cruelles, mais Péguy était prêt à ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut le défendre et l'applaudir, mais quand dans notre jeunesse, il explique, c'est une très belle page, où il dit qu'à cause de l'affaire Dreyfus, des amitiés se sont rompues qui étaient faites pour être des amitiés de 50 ans, des amitiés de toujours. Et elles se sont rompues sur des dissensions autour de l'appréciation de cette affaire. Est-ce que Dreyfus était innocent ou pas ? Donc, il y a une intransigeance qui va de pair avec la droiture, avec la radicalité, si on peut dire, des positions de Péguy. Et bon... il n'y a qu'à le constater. Il a eu de grandes amitiés, de grandes brouilles, et ça va de pair. C'est peut-être une question de tempérament,
Mais voilà. Non, mais je m'accorde. Je répondrai en deux temps. Sa sincérité, en un sens, a été une chance pour son lecteur, puisque justement, dans son œuvre, on l'y rencontre à toutes les pages. Ce sont ces livres qui sont tout pleins de leur homme. Il y a la fameuse phrase de Pascal, on croit rencontrer un auteur, et en fait, c'est un homme qu'on y découvre, et Péguy est de cela. Donc on a l'impression vraiment de le rencontrer, d'être proche de lui, de l'entendre lorsqu'on le lit. Donc sa sincérité, en un sens, pour nous, est une chance. Pour lui, beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on y gagne? Je crois qu'on y perd à tous les coups. Et il n'a sans cesse perdu pour avoir été toujours sincère. C'est en cela aussi, vous citiez Sartre, l'antipode de Sartre. Parce que pour lui, tout est comédie. Donc même la sincérité est une mauvaise foi. Pour Péguy, le contraire. Ça, je parlais de Sartre. Pour Péguy, au contraire, c'est que même quand il est drôle, il est encore sérieux. Tout est sérieux, tout est grave. Et ça, c'est le tribut de la sincérité. C'est que tout doit lui peser. Tout est grave pour lui. Et même le comique est tragique. On arrive au terme de ce débat. On l'a vu, Charles Péguy illustre bien les échanges, les entremêlements entre raison et foi, à la fois par son itinéraire personnel et son activité littéraire, son style aussi. Alors, nous arrivons à la fin d'un cycle, de ce cycle sur des raisons de croire et des raisons de croire. Nous nous sommes interrogés successivement avec vous tous sur la rationalité de la foi, sur les ressources du christianisme, que l'on croit ou non, sur les différentes formes de la quête de sens dans nos vies, sur les croyances collectives nous liant aussi, comme liant de la société, et enfin sur la liberté de croire. Péguy, par ses multiples facettes, on l'a commencé à le voir, incarne à lui seul ou en partie tous ces éléments. C'est donc la fin de la saison 2018 des Bernardins. Nous nous retrouverons en 2019, de février à avril, avec un cycle tout à fait dans l'actualité qui aura pour thème l'Europe face aux Européens, en 6 débats, avec les revues études et projets, le Centre Sèvres et Arte. Et je voudrais remercier en votre nom Claire Dodin, Alain Finkielkraut et Camille Riquier. Merci à tous.